Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Classic Show. Une émission littéraire? Non, non. Une émission culinaire? Ah, ça se pourrait. Au menu boxe, basket, football, sport auto et moto, rugby et athlétisme. Classic Show, c'est tout le sport avec un grand S. Résultats, pronostics, débats, infos et actus, analysés et décryptés par les journalistes Fréquence Méditerranée. L'émission sportive par excellence, c'est le Classic Show sur ta radio. Alors, vous êtes prêts? À table. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans votre nouvelle émission, oui, puisque c'est une nouvelle émission qui démarre pour cette saison 2022-2023, une émission 100% sport, comme on sait le faire ici sur Radio Fréquence Méditerranée, toujours avec la bonne humeur, avec notre côté authentique. Et autour de la table ce soir, la nouvelle équipe, l'équipe qu'on a créée pour cette émission, on espère que vous allez être nombreux et l'apprécier, en tout cas on va tout faire pour, on est des passionnés, vous le savez, autour de la table avec moi, celui que vous avez l'habitude de retrouver dans l'émission Sourire et Mélodie. Là, il est avec sa casquette de commentateur sportif. C'est Mika. Salut Mika. Salut. On retrouve avec nous aussi ce soir le spécialiste du cinéma qui a aussi posé sa casquette de cinéma ce soir pour nous parler sport. C'est Thierry. Salut Thierry. Merci, bonsoir tout le monde. Normalement, par politesse, j'aurais dû commencer par les filles, oui. Effectivement. Donc je me suis loupé. La galanterie se perd. Je me suis loupé sur ce lancement-là, mais c'est pas grave, je me rattraperai prochaine fois. Toujours aussi souriante, aussi jolie. Et je suis contente de la retrouver avec moi puisque on la décale d'une émission à une autre. Elle nous rejoint pour le sport. C'est ça. Et c'est Nathalie. Salut Nathalie. Je suis super sportive en plus, donc ça tombe bien. En plus, il paraît. Et puis bien sûr, lui c'est le petit nouveau puisque vous le connaissiez en version Zoom, en version tout à fait. Télétravail comme on pourrait dire, et donc il était avec nous, on l'avait retrouvé l'été dernier sur une émission, pas cet été là, l'été d'avant, oui, on l'avait retrouvé sur une été en extérieur sur l'Euro. C'est un spécialiste du football, il adore le football, c'est Pascal. Salut Pascal. Salut Jean-Luc, bonsoir à tous. Est-ce que c'est Pascal le grand frère? Ah, la coupe de cheveux, oui. Non, on a déjà on a déjà un point commun tous les deux, c'est le coiffeur. Voilà, vous êtes beaucoup à nous rejoindre, on va partager l'émission dans quelques instants, juste après que j'ai pu le lancer et que je laissais la parole à celui qui va être un petit peu, on va dire, le chef d'orchestre de cette émission, c'est Thierry qui va être le chef d'orchestre. Moi je vais juste lancer les sujets. Ce soir on va vous parler basket avec le championnat d'Europe, on va vous parler moto Grand Prix avec le Grand Prix d'Aragon en Espagne, tennis, on aura 3 sujets sur le tennis, le focus sur Caroline Garcia, la nouvelle formule de la Coupe Davis, et puis bien sûr un sujet où on va aborder la retraite de Roger Federer et Serena Williams. Quelles conséquences sur le monde du tennis? On se pose la question. On va vous parler Formule 1 avec le Grand Prix de Monza qui vient de se terminer, Verstappen qui est un extraterrestre de la Formule 1, On va vous parler bien sûr football, ça sera un des gros sujets. Alors au niveau des clubs français, en Coupe d'Europe déjà, et puis dans le championnat français avec Pascal, on va en parler. L'arbitrage français qui commence à être, on démarre bien la saison. Ah oui, clairement. Fanfare, je dirais. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. On va dire qu'on démarre bien la saison. Et puis surtout, on va parler équipe de France. Alors, équipe de France, ça va être vaste parce qu'il y a du buzz. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de choses à dire. On démarre tout de suite. Et puis surtout, les résultats des clubs sportifs locaux. C'est ça. Alors, et ça, c'est Nathalie. Et ça, c'est moi. On vous le dit déjà dès le début d'émission. N'hésitez pas, si vous êtes club sportif mentonné, de nous envoyer vos résultats. On est là pour en parler à l'antenne et puis même vous inviter sur certaines émissions. Avec plaisir. Même vous inviter. Oui, parce que c'est pas toujours facile de trouver les résultats. Il y a des résultats que j'ai pas trouvés, qui sont pas mis à jour et tout ça. Et du coup, c'est un peu dommage. Oui. Que va-t-il donc se passer Que s'est-il donc passé ce week-end Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu la Nationale 3 Menton, basket, qui a gagné sur Monaco, donc 74 Menton, 73 Monaco. Le Rapide Menton Football qui a fait un match nul sur Toulon, donc 1-1 partout. Alors, le Rapide en R2 ou R1?
Ils sont en régional 1 ou régional 2. D'accord. Ils ont joué à domicile Régional ou c'était 1, à l'extérieur? Ils ont joué sur Toulon. Ah d'accord. À l'extérieur. Ce soir, c'est notre première émission, donc on demandera un peu d'indulgence à nos auditeurs, puisqu'il y a des petits moments où on aura des doutes sur certains classements d'équipes, comme là on se pose régional, mais bon, voilà. J'enverrai des messages à Mika avant. Ça doit être la première journée ou la deuxième journée, je crois. C'était la deuxième, oui. Je pense que le mieux, c'est qu'on invite nos auditeurs à commenter et à participer. Mais clairement, avec absolument. Roquebrune, toujours le foot, donc là. L'équipe 1 a gagné sur Villefranche 3-2, tandis que la 2 a fait match nul sur un club de Nice. Un petit aparté sur le Royal Karaté qui a fait une compétition internationale, donc c'est le 10e Open international de Turin. Et il y a 2 petits jeunes de ce club qui ont été médailles de bronze. Donc Jenny, elle se reconnaîtra, et Sergui, je pense que ça se prononce comme ça, qui ont fait médaille de bronze, donc une compétition internationale à Turin. Il y avait aussi ce week-end à Nice la Prom Ricordée. En fait, c'est une course à pied de 5 km. Et on a un jeune de Menton Marathon qui est arrivé 3e de cette course. Donc c'est pas mal. J'ai pas eu de résultat pour la Prom Swim. C'est aussi c'est une compétition de natation en fait sur la mer à Nice. Donc il y a des relais, des 1 km, des 2 km, 10 km. C'est une course de natation. Mais alors là, ça a été vendredi, samedi, dimanche. J'ai pas réussi à avoir les résultats. Donc c'est un peu dommage. Ils se sont pas tous noyés quand même. Ils se sont pas tous noyés. Il y a eu énormément de participants. Toujours sur le foot, Reims-Monaco. Donc bravo Mika, tu dois dû être content avec un 0-3. Non, pas du tout, non. Tu donnais gagnant Monaco quand même ou pas? Oui, toujours. Pas particulièrement. Ah, pas particulièrement. Une petite question, comme c'est la première émission ce soir, on va un petit peu se cadrer aussi nouveau football. On sait donc Mika, supporter de Monaco, bien sûr. Thierry, moi je suis plus l'OM, excusez-moi, mais c'est parce que j'ai toute ma famille qui est là-bas. Donc on est 2. Et Pascal? On est obligé de le dire? Oui, tu peux. Et Paris. Bordeaux. Ah non, ça va. Au moment on pourra parler Ligue 2. On pourra. C'est ça qui va sans mauvais jeu de mots, on peut dire que les Girondins sont descendus à la cave, mais ça tombe bien parce qu'avec tout le pinard qu'il y a là-bas, forcément, ils sont bien placés. Et attendez, excusez-moi. Nathalie, supporter de... alors en foot, je vais dire Monaco parce que c'est près, moi c'est plus basket. Je sentais qu'elle allait dire ça, c'est pour ça que j'ai demandé. donc notre arbitre et notre personne neutre, ça sera Pascal. Et le GC Nice qui jouait contre Angers et qui malheureusement a fait 0-1. Et oui. Voilà. Catastrophe, on en parlera tout à l'heure dans c'est dur pour eux. Dans les coups de gueule sur les 2 matchs, il y a des choses à dire au niveau de l'arbitrage. On y reviendra plus tard. Mais... Ouais, parce que ça fausse beaucoup de choses. Tout à fait. Oui, Nice a un démarrage de saison très poussif, si on peut dire. Et alors, il n'y avait pas de classement ce week-end, mais il y avait une super montée historique à Sainte-Agnès ce week-end. Oui. Avec plein de voitures historiques. Donc c'était une route fermée avec une démonstration historique et de Radio voitures. Fréquence Méditerranée était Tout là à pour fait, était là pour animer. Voilà. C'était des voitures qui devaient avoir minimum 30 ans d'âge. Il y en avait une plus âgée, je crois que ça partait 1950 jusqu'à 92. Voilà, c'est ça exactement. Il y avait de jolis bébés, voilà, il y avait des jolies voitures. Pour les fans de vieilles autos, c'était assez sympa. C'était à Sainte-Agnès, effectivement. C'était pas une course donc. C'était pas une course. C'était pour essayer les voitures que... C'était dans la même démonstration qu'une course de côte, effectivement. Ouais, voilà. Mais voilà, plus mais il n'y avait pas de chronométrage, enfin voilà. Mais on en a quand même un qui a réussi à taper. Oui, donc, absolument. Voilà. Parce qu'il est parti comme un fou, paraît-il. Exactement. Et donc une Renault 5 Turbo qui a fini dans le mur, direction cassée. Donc, mais on vous invite à aller faire un tour sur le site de la radio, rubrique il y a plein de belles photos. Et vous avez le petit reportage photo qui a été fait par moi-même. On va tout savoir. Ben voilà, les résultats locaux. Donc on invite les clubs sportifs locaux pour ceux qui sont en train de nous écouter. Un petit message d'une auditrice qui dit à Mika d'enlever son pouce, de lâcher son pouce. Ah oui, je pense savoir qui est l'auditrice. Tu penses que l'auditrice, voilà. Donc, c'est un message codé peut-être. Oui, puis qui fait une auditrice qui fait un message à Pascal qui dit tu passes trop bien à l'écran. J'ai eu l'occasion de la remercier. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, T'as ramené ton fans club ou quoi? Bah, il s'est ramené tout seul. Il s'amène tout seul. Une personne, c'est déjà bien. Allez, on invite ceux qui commencent à nous écouter. On invite à ceux qui nous écoutent bien sûr sur la FM ou sur le DAB de venir nous rejoindre, la FM pardon, non, le web ou le DAB, de venir nous rejoindre sur le live Facebook. Pour ceux qui ont Facebook, ce week-end d'abord.
Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Ah oui, le petit liner de clôture de la rubrique. Voilà, ça fait pro. On va se retrouver un peu dans une configuration sans prétention, d'une chaîne de télé. Qu'on peut nommer ou qu'on nomme pas? Je sais pas, c'est toi ça qui décide, c'est toi le patron. Vas-y. Une chaîne, on va se retrouver un peu sans prétention aucune, mais dans une configuration un peu comme l'équipe, la chaîne d'équipe, où on a des chroniqueurs et on a un animateur et des chroniqueurs. Et nous, on va se la jouer pareil. On va se la kiffer comme on dit chez nous. Une émission qui c'est mon somnifère, hein. Je m'endors tous les soirs avec. Je crois qu'au moins nous trois, je suis votre bataille. Pas vraiment, non. Moi, ma femme, elle me demande même plus. Elle va se coucher à la fin du film. Et elle met la chaîne elle-même. Voilà, donc on va se passer 1 heure à chaque fois, un lundi sur 2, puisqu'on va se retrouver un lundi sur 2, et on vous parlera sport et sport. Et on va manger du sport, puisqu'il a dit à table tout à l'heure. Et on va démarrer donc tout de suite avec le basket et le championnat d'Europe, où l'équipe de France a fait, comme d'habitude, à la Raymond Poulidor. Elle a quand même brillé, hein, si on peut. Bon, on a perdu. Pas sur ce match. Hein. Non. Mais si je peux me permettre, on a perdu quand même 88 à 76. C'est-à-dire que en jouant de manière totalement désespérante, j'ai vu le match, on ne perd que de 8 points contre une équipe qui a tout réussi. La meilleure équipe. Donc moi je dis que si on pouvait démarrer le match avant le 3e quart-temps, peut-être qu'on peut effectivement briguer les plus hauts résultats. Je crois que sur le premier quart-temps, déjà on prend... déjà les 2 premiers quart-temps on fait rien. Hein. On a mené 1-0 avec un panier, Gobert en a loupé un, il a réussi le deuxième, et après on a mangé. On n'a rien fait. En face quand même, meilleure équipe du monde. Oui, l'Espagne. Oui, mais je veux dire, quand au basket, ça va très vite. Si déjà la première mi-temps, tu fais rien, enfin les 2 premières quarts-temps, pour remonter sur l'équipe d'Espagne, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, contre ce genre d'équipe, si tu commences à prendre un passif de 7-8 points, voire plus, parce qu'on a contre la Turquie, tu peux revenir, ça a été un miracle. Contre l'Italie, ça a été un miracle. Contre les Polonais, bon, on les a surclassés, mais là, contre l'Espagne, laisse tomber. Si tu as 12 points, tu reviens plus. Si mauvaise entame de match. C'est pas possible. Sur le premier, deuxième quart-temps, c'est là où quasiment tout s'est joué, en fait. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais finir à moins 8 en ayant joué de manière aussi désespérante, c'est presque de bonne augure. Non, moins de 12. 88-76, ça fait 12. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est un miracle quand même. Moins égal. Autant pour moi. Le miracle, ça aurait été que je compte juste. Je suis désolé, je compte juste. Non, mais c'est vrai que Jean-Luc a entamé en disant ça. Je trouve que souvent, quand même, on va en finale. À la Poulidor. Souvent, on perd au basket, c'est très souvent comme ça. Contre l'Espagne en plus. C'est très français, malheureusement. C'est souvent contre l'Espagne, tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Mais moi, je voulais juste aussi, par rapport à ça, parce que après, on va passer à autre chose, mais par rapport au flop, parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup Rudy Gobert, qui est pratiquement le meilleur pivot du monde. Il a lui-même a reconnu qu'il avait été en dessous de tout. En finale ou sur l'Euro? D'une manière générale, il n'a pas été transcendant, il faut le dire. Evan Fournier n'a pas été au niveau où il est d'habitude. Il a dit que voilà. Et moi, il y en a un qui m'a beaucoup déçu parce que je l'avais été le voir contre Monaco. Il jouait à Villeurbanne à l'époque. Maintenant, il vient de signer à Monaco. C'est Eli Okobo. C'est moi, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé bon, moi, hier. Hier, il a été pas mauvais, mais sur le reste du championnat, il a quand même eu du mal à rentrer. Donc, on va lui laisser le temps de s'y mettre. Mais par rapport justement à ceux que j'ai mis dans le top, Terry Tarpey, qu'on n'attendait pas, parce qu'on attendait plutôt Cordier, on attendait d'autres, et il est arrivé, le type, il nous a fait un euro de dingue. Heureusement qu'il y a Yabou Sélé qui a explosé, même si hier il était un petit peu moins bon. J'adore quand tu dis un euro de dingue. Un euro de dingue. Ouais, ça me fait penser à notre président de la République. Ah ouais? Oui. Un pognon de dingue. Non, mais c'est dommage. On va peut-être pas parler de lui ce soir, parce que là, sans ça, il y aurait trop de coups de gueule. Non, mais pour parler de ça, en fait, au final, c'est surtout des regrets au final qui restent. Mais bien parce sûr. que les joueurs qui ont été performants, c'est ceux que t'attendais pas. Oui, ceux que t'attendais ne l'ont pas été. Même si tu fais un parcours quand même étriqué, t'arrives à te hisser en jusqu'en finale. Il te restait une tu marche mets tout ça dans l'ordre et puis tu gagnes ton euro. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Voilà, c'est clair. Hein. Tout à fait. Au final, ouais, c'est beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Non, c'est dommage. Au final, sur 7 euros, c'est déjà bien qu'on soit en finale, si tu regardes. Oui, mais c'est un miracle quand même. Oui, je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé en quart de finale contre les Turcs. Oui, tout à fait. On est mené de 3 points, ils ont 2 lancers francs et une technique derrière. C'est-à-dire que s'ils mettent les lancers francs, ça fait plus 5, plus la technique, donc balle à eux. Et ils loupent les 2 lancers francs sur le meilleur joueur. C'est de la chance. Ils perdent la balle sur la technique et nous on va égaliser un truc de fou quoi. Je veux dire, c'est. Écoute, moi j'aimerais bien que les auditeurs donnent leur avis aussi sur ce qu'on est en train de discuter, qu'ils donnent leur avis sur l'équipe de France et le niveau de l'équipe de France qui est bon quand même. Mais il est bon.
que leur faudrait-il pour pouvoir gagner? Commencer un match correctement. Ben oui, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la mi-temps pour le troisième carton pour se réveiller. Il faut penser à l'OM. Surtout contre l'Espagne. L'OM en championnat, c'est pareil. Ils jouent la deuxième mi-temps, j'avais la première. À un moment donné, un match de basket, c'est 4 cartons. 4 cartons. Faut les faire. Tout à fait. L'Espagne a fait ses cartes, ils ont gagné de 12 Surtout points. sur une finale. Non, mais c'était mérité. L'Espagne a mérité complètement. On a perdu Pau Gasol et Marc Gasol. Il y a eu 2 autres psychopathes qui viennent d'arriver là. Hernan Gomez, Mais moi, c'est ce qui me rendait plutôt positif. Je trouvais, finalement, t'as les frères Gasol qui sont plus là, qui étaient vraiment la marque de fabrique de l'Espagne, les 2 gros piliers. Ils sont plus là. Tu te dis peut-être qu'il y a besoin de recréer, que c'est une nouvelle génération, le temps de fonder. Non, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Exactement, finalement, ils sont déjà là. Mais honnêtement, malgré tout ce qu'on dit, on n'est pas d'un pessimisme quand même exacerbé. Mais je pense que l'équipe de France va certainement se nourrir de ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai qu'un Fournier, on peut l'attendre beaucoup mieux que ça. Ah oui, un Gobert, beaucoup mieux que ça. Il l'a dit lui-même, c'est même pas nous qui l'enfonçons. Et je pense qu'avec tout ça, les jeunes, je pense qu'Okobo, il va certainement, s'il fait une grosse saison à Monaco, il va pouvoir mieux rentrer. C'est compliqué d'arriver dans une équipe quand même comme ça. On attend beaucoup de toi, parce qu'il a tellement été bon en championnat de France qu'on attendait monts et merveilles de ce garçon, qui a été un petit peu... Il a fait une belle finale, mais il a un petit peu de mal dans l'ensemble. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le basket, je crois. Oui, mon cher, c'était très bien. Chacun a donné son avis, voilà. Et le basket, juste après le basket, bien sûr, on va passer au Grand Prix MotoGP. Ouais. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Ce week-end, tous les week-ends en ce moment, ça y est, on va dire que les saisons repartent un petit peu partout et week-end très bien chargé au niveau. Donc du coup, on aura de quoi dire, on aura de quoi parler. Puis surtout qu'on va se retrouver une fois tous les 15 jours. Alors bien sûr, si on était des pros, ça serait tous les soirs. Avec des gros ça serait tous les soirs. Mais bon. Non mais là, ça nous sera le temps justement. Il faudrait que je vous débauche chacun de vos boulots. Voilà, si on était payé, on pourrait. Ouais, effectivement. Moi, je peux dormir ici si vous voulez, c'est pas un souci. J'ai l'autorisation de ma femme. Grand Prix d'Aragon ce week-end en Espagne, avec il y a eu pas mal de petits rebondissements. Pour notre cher, tout ce qu'on peut dire, c'est que le leader du championnat du monde, Quartararo, qui s'est pris une gaufre dès le deuxième virage, parce que Marquez s'est un petit peu décalé. Et quand on voit la violence de la chute, on se demande comment il peut se relever tranquille. Et ce qui est assez incroyable, on va peut-être en discuter, c'est incroyable. Il a été ramené par le commissaire de sécurité en scooter jusqu'au stand et ils ont trouvé le moyen de se gaufrer avec un autre scooter. Ah oui, ils se sont gaufrés en scooter. Et il a eu plus mal sur cette chute qu'avec la moto. À 200 km/h. C'est un truc de fou. Jazzy, il s'en sort bien, surtout parce que, en plus, comme je disais tout à l'heure, en général, les pilotes moto, quand ils rentrent en scooter, ils enlèvent leur casque. Ouais. Et là, fatalité pourquoi il a gardé son casque. Il a senti arriver peut-être. Ils ont pris un bois en scooter derrière. Il a pris 2 bois sur le même circuit alors que la deuxième fois c'était pas en moto quand même. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Et petite cause grands effets, cette chute risque peut-être de lui porter préjudice parce qu'il n'a pas une avancée énormissime contre le. Non, j'ai pas noté. Bagnaia et Espargaro qui sont derrière. Là. Et là, ils vont attaquer les grands prix en Indonésie, en Chine et tout ça, où ils annoncent une saison des pluies violentissime et c'est jamais. Alors après, je sais que Quartararo est très bon sous la pluie normalement. C'est vrai. Il est très bon sous la pluie. C'est vrai. Parce qu'il a dit une moto un peu moins performante, mais il est très bon en tout ce qui est pilotage. On verra. Donc, on espère pour lui. Il reste en tête pour l'instant. Oui, pour l'instant, il prend l'avance. Alors après, il a fini 2e sur ce Grand Prix là. Oui. Et c'est Bastianini qui a gagné ce Grand Prix. Les Italiens, ça pousse. Toujours. Ils sont orphelins de Rossi, alors ils essayent de pousser. Est-ce que vous pouvez rappeler le classement de qui est premier? Tout à fait. Quartararo est premier. Du championnat du monde. Du championnat du monde, oui. Deuxième, c'est Bagnaia. Ouais, Banania, on peut dire aussi. Et après, c'est Alex Espargaro. Alex. Ouais. Championnat du monde. Mais ils se tiennent en 15 points les 3. Oui, c'est pas comme en F1. Là, ils se tiennent. Après, pour voir le point positif dans son malheur, c'est que finalement, il s'en sort quasiment sans séquelles. Voilà. Non, c'est des brûlures. Brûlures superficielles, pas de grosses blessures. C'est toujours étonnant d'ailleurs de voir la vitesse avec le prochain Grand Prix. Des fois en F1, il y a des accidents, tu te demandes. Bon, des fois, malheureusement, il y en a qui sont terribles, mais là, quand tu vois la chute, parce qu'elle était impressionnante, cette chute, je sais pas si tu as vu les images. Je l'ai vu. C'est violent, hein. Et puis, il s'est relevé, tranquille. Salut les gars. Il a salué Pascal qui était dans les tribunes. Ils sont très protégés quand même, mais c'est vrai qu'ils prennent des grosses chutes. Là où encore, même si la F1 ça reste relativement dangereux, t'as quand même une protection, et une carcasse, tout à fait, qui te protège. Là, c'est encore en moindre erreur. C'est la chute, c'est le sol. Si y a de la chance, tu rappes jusque dans le gravier. Si t'en as pas, tu peux te casser un bras. D'ailleurs, on peut rendre hommage à tous les gens qui sont derrière parce qu'il était en plein dans le cœur de l'action, si je puis dire. Donc il y avait toute la meute de fous furieux qui était derrière et
tout le monde l'a évité. C'est comme en cyclisme un peu, quand ils tombent, tu te dis comment ils font tous derrière pas tomber. Souvent en cyclisme d'ailleurs. Souvent c'est de la chute. Moi je vois la dernière fois, je me suis levé le matin, j'étais fatigué, je suis tombé dans le couloir, ma femme était derrière. Elle m'a marché dessus. Elle a pas été que dans l'appartement. Elle m'a marché dessus. T'as pas vu, hein. Tout ça pour arriver. Ça me permet de faire un petit aparté malheureusement triste, mais bon, je tenais à le faire. Effectivement, je sais pas si Brunella nous écoute. Voilà, un petit moment de mémoire pour son collègue de boulot qui s'est tué ce week-end en moto. Voilà pourquoi en moto faut faire très attention. Toutes nos condoléances. Très attention. Voilà. Donc bon, je souhaitais pas faire un moment triste, mais bon, vous avez parlé moto et chute moto et j'ai pas pu m'empêcher malheureusement de le dire. Mais voilà, il faut un petit hommage. Honorer cette mémoire, c'est dommage. Ouais, très dommage. 40 ans. Donc très triste. Donc faites attention sur la route. Voilà, c'est le message qu'il faut passer. Tout à fait. J'ai un petit coup de gueule, tiens. Du coup, on va trop rebondir. Alors en même temps, puisqu'on est dans la partie moto, j'ai un petit coup de gueule. Il y a eu un week-end à Menton sur, vous avez vu, pour les deux roues, organisé pour le... C'était vélo, non? En vélo. Non, deux roues avec les policiers. Oui, exact. Il n'y avait pas que les vélos. Non, c'était le week-end des deux roues. La fête du deux roues. Mon petit coup de gueule que j'ai trouvé un peu, vous allez me donner votre avis, c'est que donc c'est organisé pour apprendre le code de la route, apprendre à rouler correctement en moto, et on a fait venir un champion de stunt pour faire des démonstrations de ce qu'il ne faut pas faire en fin de compte. Donc, des deux roues, des roues avant, des roues arrière, des dérapages. Donc j'ai trouvé ça personnellement au niveau de la prévention routière, c'est pas terrible. Oui, puisque en fin de compte on fait la guerre en ce moment dans les cités pour éviter les rodéos. Et en fin de compte l'image qu'on te donne c'est qu'une moto c'est faire des roues arrière et des freinages Rassure-moi, ils ont pas fait venir les Dalton quand même. Non, mais après est-ce que c'était pas un champion de cross qui montrait C'est un champion, oui, mais bien sûr que c'est un champion, mais le faire venir dans une journée de deux roues, c'est un peu contradictoire. Organisé par la police, je trouve que c'est contradictoire. Voilà, entre le message que tu veux faire passer, c'était contradictoire. Voilà. C'est très pertinent. Peut-être d'autres moyens de faire de l'animation. Cette personne-là, dans un championnat moto ou dans un spectacle de moto, c'est tout à fait normal, mais pas dans un truc organisé par la police où en fin de compte, alors certes, tu peux montrer qu'on peut maîtriser une moto. Non, on n'est pas là pour montrer parce que du coup, tu donnes aux jeunes envie de faire la même chose, et ils réfléchissent pas s'ils sont pro sur un circuit. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Tout à fait. Très légitime. Très bon rebond. Voilà. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. On arrive au tennis, mes chers amis, au tennis. Voilà. On a parlé de basket, on a parlé moto Grand Prix. On arrive au tennis et le tennis avec ces trois sujets. Focus, on va démarrer par Caroline Garcia. Je pense qu'on peut en dire un mot quand même parce que le tennis français, c'est quand même pas la joie, aussi bien au féminin qu'au masculin. Et là, on a la petite Caroline Garcia, un petit peu qui arrive de nulle part, mais qui était dans la forme de sa vie parce qu'elle a gagné un tournoi juste avant le Flushing Meadows et elle était vraiment en super forme. Elle a tollé tout le monde. Et elle s'est malheureusement un petit peu écroulée, rattrapée peut-être, non pas par la patrouille, mais par l'émotion de se retrouver en demi-finale contre une Tunisienne que personnellement je ne connaissais pas trop. Moi. J'ai noté son nom, c'est marqué là, elle s'appelle Ons Jabeur. Oui, exact, ouais. Hein oui, enchanté. Et qui a été donc... Merci beaucoup. Et en fait, elle a perdu assez sèchement. Oui, tout à fait. Le premier set, 1-6, donc elle n'a rien vu. Le temps qu'elle revienne, ça a été 3-6 au deuxième, c'était un peu mieux, mais c'était déjà trop tard. C'est dommage, mais bon, rendons-lui hommage parce qu'elle a fait un super tournoi et je pense qu'on va la revoir parce qu'elle a compris beaucoup de choses. En tout cas, c'est celle jusqu'à maintenant, Caroline Garcia, c'est pas une joueuse qui était habituée à truster les premières places, à faire des énormes performances, surtout sur des tournois du Grand Chelem. Il faut lui rendre hommage dans le marasme des joueurs et des joueuses français. C'est n'importe quoi. Voilà, maintenant, depuis la fin un peu de l'époque de Tsonga, mon fils, quand ils étaient un petit peu à leur meilleure forme, ils arrivaient régulièrement en deuxième semaine à faire des demi, parfois finale même. C'est Casper. Et là, c'est Casper. Là, au bout du troisième tour, t'as plus aucun Français, quoi. Si t'en as un qui passe, c'est beau. Un miracle. C'est terrible. Gros problème de niveau. À l'heure actuelle. C'est impressionnant. Alors tout à l'heure, on va parler on va parler tout à l'heure niveau football, mais là, je peux vous dire qu'au niveau tennis, on est tous d'accord, on n'a jamais été un niveau. Non, ça c'est clair. Mais là, on se crache là. Non, mais c'est vrai qu'on avait une petite génération de Tsonga, mon fils, c'était mignon. C'était mignon. On se demande comment on gagne des Coupes Davis. On en a gagné 2. Oui, mais parce que c'est pas le même état d'esprit. En tout cas, sur l'ancienne version. Moi, je pense c'est parce que dans pas mal de nations, t'as un joueur qui émerge plus que les autres, et après le niveau, t'as une grande différence de niveau entre le leader. Alors que on a un niveau, on avait 4-5 qui étaient dans les 30 plus homogène. Voilà, c'est ça. Quand t'avais un groupe avec Tsonga, mon fils, Simon, en double, t'avais Gasquet. Même Mahut en double, c'était pas
a eu un double, voilà, avec des Herbert, etc. Voilà, on a à peu près un groupe de moyens. Voilà, oui, c'est ça. Dans les autres pays, t'as un fort et après le reste, ça suit pas. Tout à fait. Il suffit que le fort en question soit pas trop dans son assiette ce jour-là ou qu'il ne puisse pas venir, parce que souvent, par rapport au tournoi qu'ils font, le mec pouvait pas jouer le match de Coupe Davis. Et Federer le premier, et la Suisse a. Avec la Suisse, c'est ce qui s'était passé quand ils étaient arrivés en finale. Je crois que Federer et Wawrinka n'étaient pas là. Et en fait, ils étaient venus exprès pour jouer la finale, qui était contre la France d'ailleurs, qu'ils ont remporté. On connaît le résultat. Qu'ils ont remporté malheureusement. On va rebondir sur la Coupe Davis. Oui, voilà. Je savais, Jean-Luc. Le rebond était facile. Heureusement qu'on est un petit peu bricoleur pour parler de la Coupe Davis, parce que là, franchement, ça devient terrible. Je crois que c'est. J'ai entendu quelqu'un, je crois que c'est l'entraîneur de l'équipe de France, Grosjean, avec Gilles Moreton, qui ont dit non, mais là, c'est plus possible. On a battu la Belgique alors qu'on était déjà éliminé, parce qu'on avait perdu contre l'Australie et c'est des poules maintenant. Et l'Allemagne, c'est des poules, ça veut plus rien moi, dire. Je ne connais pas le nouveau format. Mais ça, ils font des poules quand même, mini-championnat si tu veux, mais le problème c'est qu'ils font tout ça sur 3 jours, ils choisissent des villes un petit peu au hasard. Ça ne veut rien dire. Le public est complètement déconnecté. C'est un petit peu comme à l'époque où tu avais une genre de division, tu avais les clubs, les pays les plus... avec le plus de niveau qui faisait la Coupe Davis. Après, tu avais une espèce mais là, il y avait un tirage au sort, si tu veux, où on faisait un match. C'était le match de la dernière tableau. Oui, c'est ça. Voilà, mais est-ce que là, maintenant, c'est les mêmes pays ou c'est vraiment, tu as toutes les nations représentées Non, il y a un petit peu les mêmes pays. Il y a quand même une hiérarchisation qui est importante. Mais maintenant, c'est un tournoi. C'est vrai qu'il y a des poules. Franchement, ça enlève la magie de cette Coupe Davis, que moi j'aimais bien la Coupe Davis, sincèrement. Ouais, parce que t'avais ce côté. T'avais pas le droit à l'erreur en fait. C'était comme le football, c'est tout. Maintenant, c'est comme on va aborder. Ça me fait penser, on va arriver tout à l'heure à la Ligue des Nations. Je me demande qu'est-ce qu'on va pondre après. Je crois qu'ils ont voulu calquer un petit peu ça sur le championnat du monde. Avant, la Coupe Davis avait un intérêt. Avant, nous on avait des matchs amicaux à la place des Ligues des Nations, ce qui n'était pas non plus folichon. D'accord. Mais bon. Mais c'est pas plus folichon avec des nations, pour autant. Après, peut-être qu'ils ont voulu faire ça parce qu'avec le système de pool, ça te permet peut-être de plus diffuser. Moi j'ai regardé une ou deux fois et je dirais qu'il n'y a plus aucun intérêt. Il n'y a plus d'intérêt en fait dans cette. Ah non, mais c'est clair. Elle a souvent manqué d'intérêt cette compétition, à pas se mentir. Après bon, c'était intéressant. T'avais des belles années avec des belles nations qui l'a remporté, mais comparé au circuit classique, on va dire. Oui, clairement. C'est vrai que le tennis, il a toujours souffert. Nous, on aimait bien parce que justement, on était moins nuls. D'ailleurs, la preuve, tu prends une Coupe du Monde dans le football, tout le monde a envie d'y aller. Personne se dit non, moi j'y vais pas parce que j'ai un tournoi après, un tournoi avant. Alors que là, c'est régulier. Que t'as les têtes d'affiche des nations qui se présentent pas parce que ils ont d'autres tournois, ils ont d'autres priorités. Puis donc ils gagnent plus d'argent dans les tournois. C'est ça. On invite nos auditeurs. Je vous coupe de temps en temps parce que j'ai l'œil sur la pendule, vous le savez. Il est déjà 27, il est déjà 18h. D'ailleurs, on va balancer une pub de nos partenaires de sport. Je disais donc, n'hésitez pas à commenter ce qu'on est en train de commenter. N'hésitez pas à commenter, comme ça on lit vos commentaires et vous participez à l'émission. Et puis un petit coucou à Alexandre, qui nous regarde, à Jus aussi, DLG, je sais pas qui est Jus, DLG. C'est Bobby. Qui nous regarde. Voilà, donc cher Bobby, écoute les chroniqueurs ce soir et regarde s'ils sont au niveau. Allez, un petit coup de pub et on se retrouve pour notre partenaire Sport Plaisir. Vouloir se prendre en main et pratiquer une activité physique régulière, c'est bien. Mais encore faut-il s'y prendre de la bonne manière. Pour écouter son corps et se faire plaisir, c'est Sport Plaisir à Menton. Tapis de course, step, elliptique, rameur, tout y est pour travailler ton cardio. Cours de fitness de 18h à 20h, inclus dans le forfait. Sport Plaisir, c'est un forfait tout inclus à 32 € par mois sans engagement. Ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 22h. Sport Plaisir, c'est une salle où le mot convivialité a tout son sens. Sport Plaisir, 70 Val du Carré à Menton. Plus d'infos au 06 60 89 90 15. Sport Plaisir, écoute ton corps. Fais-lui plaisir. Téléphone 06 60 89 sur Fréquence Méditerranée. 15. Ils se sont chevauchés. C'est marrant, c'était bien. Bon, c'est pas grave, c'est le direct. C'est le direct, ça arrive. On continue, bien sûr. On n'a pas fini sur le tennis. Oui, pardon. Il fallait parler quand même du clap de fin de Roger Federer. C'est Pascal qui a lancé l'idée. Je l'avais pas en face. Alors oui, Pascal, effectivement, le sujet qu'on voulait aborder ce soir, c'était la retraite de Roger Federer et Serena Williams. Quelles conséquences sur le monde du tennis, mon cher Pascal? C'est une question qu'on peut légitimement se poser parce que en quelques semaines, tu as deux monstres géants du tennis, qui peut-être même dépassent le cadre du sport, qui sont des deux légendes. Alors de mémoire, je crois Federer c'est 20 titres du Grand Chelem, Serena Williams c'est 23.
Voilà, donc qui en quelques jours, quelques semaines d'intervalle ont annoncé tous les deux leur retraite. Donc une grande perte, voilà, pour le monde du tennis. Sachant que, enfin, c'est peut-être que mon impression, mais j'ai l'impression que d'année en année, il y a un intérêt qui est un petit peu pour le grand public en train un petit peu de s'effilocher. Est-ce que ça serait pas dû encore une fois aussi avant c'était sur Eurosport, c'est sur des chaînes publiques, et là je vois que Roland c'est sur Amazon. C'est ça, tout est payant maintenant. Tout est chaîne privée. Tu vois, moi, tout à l'heure on était sur la partie on va arriver sur la partie Grand Prix. Oui, pareil. Il nous reste le Grand Prix, le foot, mais on était sur la Grand Prix. Avant c'était sur TF1 et je me régalais le dimanche après-midi quand on sortait pas de regarder le Grand Prix. Maintenant c'est chaîne payante, ça veut dire que si tu veux une truc, il te faut le Canal+, il te faut qu'est-ce que c'est Amazon, RMC Sport, Canal, voilà, il te faut 100 € d'abonnement pour regarder. 100 €, t'es gentil, si tu montes encore un peu. Et en plus, ils sont malins parce qu'ils se sont partagés tous les trucs pour être sûr que tu sois obligé de tout prendre, quoi. C'est même pas qu'ils se sont partagés, c'est qu'au final, comme les droits ils sont vendus, pendant que l'un il achète l'autre, du coup l'autre il peut pas acheter, donc du coup il dit je me rabats, je vais acheter la F1. Et tu dois avoir toutes les plateformes payantes, quoi. C'est fait sous forme de bouquet, donc t'en as un il va avoir tant de matchs, oui c'est ça, le reste, etc. Et c'est pour ça que je dis le tennis que Roland Garros quand même, si tu n'as pas Amazon tu peux pas le voir, quoi. C'est bien dommage. Roland Garros, ça y est, c'est aussi sur. Ah oui, Roland Garros, c'est sur Amazon. C'était un des derniers tournois du Grand Chelem sur la 3 diffusé gratuitement sur les chaînes. Mais là, l'US Open, c'était sur Eurosport. Oui, exactement. En fin de compte, ça veut dire que. Et de toute façon, Eurosport maintenant c'est une chaîne payante. Oui, mais Eurosport, c'est groupe Canal. C'est sur un groupe. Oui, c'est vrai. Tu n'as plus accès. Comme j'ai Canal, ça veut dire tu ne peux plus regarder de sport à la télé sans payer. Si, on a la chance. On a la Ligue. La Ligue des Nations. Non, pas la Ligue des Nations. La Coupe de la Ligue. On a encore. Non, c'est fini. La Coupe de France. Même la Ligue des Nations, comme tu dis. Et encore que là, en ce moment, il y a un gros problème chez TF1. Je sais pas si vous avez vu. Mais à part sur Orange, en fait, tout le monde n'a plus TF1. Il y a un problème de conflit avec toute la chaîne, le groupement TF1. Oui, mais ceux qui ont la. Ah ben moi, Canal, j'ai plus TF1. SFR, ils ont plus TF1. Oui, mais ceux qui ont la box. Ils passent sur diffuseur payant, oui. Après, sur la TNT. Non, il dit qu'il y a que Orange. Oui, parce que c'est Canal, mais moi j'ai une box Bouygues et j'ai TF1. Oui, Bouygues Orange. Oui, Bouygues Orange. Mais c'est tout. Ou alors t'as la bonne vieille TNT. TF1. C'est vrai. T'as la bonne vieille TNT sinon. Ou alors t'as Molotov. Non, il n'y est pas non plus. Molotov. Ah ouais, ça fait longtemps. Molotov TV à 3,80 €. Non, ils l'ont plus non plus. Mais tu sais pourquoi je l'ai pris? C'est pas légal. Mais si, je l'ai pris Molotov exprès pour dans la chambre. Parce qu'en fin de compte, pour mettre juste une stick comme on a sur les télés. Oui, d'ailleurs, Molotov TV, si t'as pas l'abonnement, parce que t'as des chaînes qui sont accessibles gratuitement à la base, si t'as pas l'abonnement, pareil, TF1, t'as pas accès non plus. Voilà, sans abonnement. Donc, on a fait une aparté, ça devient compliqué tout ça. Roger Federer et Serena Williams, sachant que c'est comme tous, ils vont partir et puis il y en a d'autres qui vont arriver, puisqu'il y en a d'autres déjà qui sont là. Sachant que Nadal va suivre dans. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Nadal, lui, on lui enlève son pote Federer. Je le vois mal quand même avoir envie de croiser le fer avec le fantôme Casper. Qui va pas être très loin. C'est ça, c'est un peu la même génération. T'as Nadal qui va suivre, t'as Djokovic qui va suivre derrière. Donc les trois monstres qui se disputaient. Alors les Français, tournois du Grand Chelem ils vont dire oui, mais nous aussi, on a Gaël, mon fils, on a Tsonga, on a Gasquet qui va arriver. Et ça va faire sourire beaucoup de gens. C'est vrai on n'a plus de Français. Nadal, Federer, Djokovic, c'est des légendes du tennis. Complètement. Il paraît que sur Canal, il n'y a pas de pub quand on regarde le Grand Prix F1. Il n'y a pas de pub même dans les replays, monsieur. D'accord, c'est Alexandre qui nous marque. C'est au moins l'avantage de payer, c'est que au moins tu t'épargnes les publicités. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, alors que sur Orange, tu as les pubs du replay. Je le sais, quand je vais chez madame, il y a les pubs. C'est vrai, t'as raison. Mais bon, du coup, pour le tennis, donc c'est un peu un avant, un après. Là, ça va engendrer une vague de départ massif. Il y a une petite génération qui est en train d'émerger. Medvedev, Zverev, Tsitsipas, tout ça. Alcaraz qui a gagné. Alcaraz d'ailleurs c'est le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Mais bon, c'est encore des joueurs qui ont besoin de se faire une place dans le grand public du tennis, qui ont besoin d'émerger, qui ont besoin de visibilité. Tout à fait. Et voilà, peut-être que ils y arriveront tôt ou tard, mais est-ce qu'on va peut-être pas avoir aussi un creux un petit peu au niveau c'est difficile de passer derrière Federer. C'est ce que j'allais dire. Nadal, après, Federer, Nadal, Djoko, c'était quand même c'est Ronaldo et Messi quoi. C'est ça. Un petit peu. Après est-ce qu'il y a peut-être aussi une question, je sais pas moi, peut-être de charisme, d'aura, peut-être même d'empreinte, parce qu'au final quand tu prends un peu Federer, Djoko et Nadal, c'est vraiment trois joueurs qui ont leur empreinte à eux. Et puis c'est trois styles complètement différents. Voilà, t'avais la classe, Federer, la classe, l'élégance, t'as le combattant Nadal, le chien, qui court de partout, et Djoko il a tout quoi. Le tennisman, on va dire absolu, Djokovic qui était bon, qui était pas forcément
le meilleur partout, mais qui par contre était bon dans tout secteur, dans tous les domaines. Un petit coucou à Christine qui nous rejoint, qui vient certainement regarder notre chère Nathalie ce soir, qui a changé de position, qui a rejoint le sport. Salut Christine. Voilà, et qui a un avis féminin. Voilà, absolument. On avait besoin d'une touche féminine dans notre émission. On va la faire monter dans le baquet de la Formule 1 tout de suite d'ailleurs, parce qu'il y a l'heure qui tourne là, les gars. Dans notre émission pleine de testostérone, on avait besoin d'une touche. Un peu d'ostrogène. Voilà, exactement. Merci Christine de nous rejoindre. Donc voilà, on aurait de quoi en dire. Il y a de quoi faire. Bon, on en reparlera de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Bah oui, parce qu'après Nadal va arrêter. Donc on en aura encore 2 au moins. Nadal, on vous promet que quand Adrien Manarino va arrêter, on en parlera, c'est sûr. Non, c'est sûr. Donc je disais, on est méchants, je disais Nadal, l'extraterrestre du tennis, à se demander. Oui. À se poser des questions. Voilà. D'ailleurs, il y a un très bon film, on reste dans le tennis, un très bon film sur une plateforme payante. Sur les sœurs Williams. Ah oui, j'ai été la méthode Williams. Ouais. La méthode Williams, c'est. J'ai beaucoup aimé et je dis franchement le papa. Mais un truc de fou quoi. Oui, complètement. À voir. Si elles en sont là, franchement, elles peuvent pourquoi il a fait ériger une statue. Regarde, il a rien lâché. Voilà, on va pas spoiler. On va pas spoiler le film, mais franchement, regarde-le. C'est à l'occasion de pouvoir le voir. C'est un très beau film. Magnifique. D'accord. Bon les enfants, est-ce qu'on peut éventuellement dire que Max Verstappen il écrase le championnat du monde du F1 On peut le dire. C'est possible. Juste après le jingle. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. La Formule 1 avec ce. On parlait tout à l'heure, on finissait avec le tennis, avec Nadal extraterrestre. Moi j'étais pas bien, il n'y avait pas le jingle, j'ai dit qu'est-ce qui se passe Non, mais on fait vite parce qu'il faut qu'on parle un petit peu foot aussi. Mais Pascal qui rejoint l'équipe et qui se retrouve en studio, il n'avait pas l'habitude. D'habitude, il était chez lui avec une bière qui est cachée à l'écran. Là, il peut pas. Donc, elle est cachée, mais je peux pas la montrer. Donc en Formule 1 et avec Grand Prix de Monza. Verstappen encore, Verstappen toujours. C'est incroyable. Son papa a jamais gagné un Grand Prix, Jos Verstappen. Alors le fils, lui, il gagne tout. Là. 16 Grands Prix, il en a gagné 13, il vient de s'en faire 5 d'affilée, je crois. 11, pardon. Verstappen, c'est vraiment le crack par excellence. Voilà, dans la F1. Et il est champion du monde, hein, donc il risque de l'être une deuxième fois. Et surtout, dans quelles circonstances? Voilà, la voiture, pour la petite information, l'année dernière, Verstappen a été champion du monde. Dernier tour. Incroyable. C'était incroyable. À la lutte avec Lewis Hamilton. Incroyable. Et voilà, c'était une saison fantastique. Après, Jean-Luc vient de dire quelque chose qui est pas non plus. La voiture peut-être. Bien sûr. Avant d'un pilote, c'est la voiture. Je pense que c'est les deux. Tu peux avoir un très bon pilote avec une mauvaise voiture ou inversement. Mais ça change tout. Un binôme. Oui, mais je pense qu'il y a quand même sur le 25-30 pilotes de Formule 1 professionnels, il y en a au moins 10 que tu peux enlever de leur équipe et tu les mets sur la voiture de Verstappen, ils finissent pratiquement. Il y a des chances. Avant tout, je pense que c'est un combo quand même. Avant tout. Un combo des deux. Il y a un combo de deux, mais avant tout, c'est la voiture. Tu peux mettre le meilleur pilote dans la moins bonne voiture de la grille, il finira à 18e. On l'a vu, 19e. On l'a vu avec Michael Schumacher quand il a changé d'écurie, il était passé d'abord, il avait quitté Ferrari. Benetton. Au début, il était chez Benetton, après il est passé chez Ferrari. Il a été chez Ferrari. Au début, il a quand même moins gagné de Grand Prix. Il est revenu. Je crois qu'il avait signé chez Mercedes la toute première année McLaren, Mercedes à l'époque. C'est les deux, c'était McLaren, Mercedes, il avait signé. Moi je vais dire entre 75-80% la voiture et le reste c'est le pilote. C'est vrai. C'est vrai que comme disait Pascal, c'est un prodige de la Formule 1 quand même. Oui, mais d'ailleurs Lewis Hamilton sur la voiture de Verstappen, il est devant, il est premier. Pas forcément. Après, chaque voiture doit correspondre aussi à son pilote. Parce que les Mercedes cette année sont en dessous. Ils sont un cran en dessous. Après, ils sont sur la bonne voie. Voilà, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils vont rebondir, faut pas s'inquiéter pour eux. Ils ont réussi à gagner une certaine régularité sur la saison, à faire des podiums. Russell, qui quasiment tous les grands prix, qui est certainement toujours deuxième, troisième, quatrième, toujours top 5. Il fait podium. Voilà, donc ils sont sur la bonne voie. Après, tu as quand même Red Bull et Ferrari qui pour l'instant sont un petit peu au-dessus. 16 grands prix, ils ont tout gagné. Après, il faut dire aussi que c'est une année de changement, de transition, où ils sont passés sur une nouvelle réglementation, sur des nouvelles voitures, nouveau système d'appui, d'aérodynamisme, etc. Donc quasiment tout le monde est parti d'une feuille blanche. Il y en a qui ont mieux réussi que d'autres. Après, ce qui est dommage, c'est qu'en début de saison, on avait Ferrari qui était vraiment très performant. Sur les 3 ou 4 premiers Grands Prix, je crois que Leclerc en avait gagné 2. Donc, je pouvais t'attendre à une lutte Ferrari. Et Max est arrivé.
Voilà, et Max est arrivé. Maintenant les gars, excusez, je suis là, ça va barder. Voilà, je crois que les 2 derniers Grands Prix, Verstappen il part 7ème là, mondial. Ah c'est vrai, je me rappelle, il est chez Red Bull. Le Grand Prix d'avant il part 15ème je crois. Et Leclerc est pratiquement pole à chaque fois quoi. Il fait pole. Il a un petit peu de mal à confirmer ses poles parce que s'il les avait toutes confirmées, c'est certainement lui qui serait. Parce que là il y a plus de 100 points d'écart. Oui, c'est fini. Donc je crois pas qu'on va énorme. Je crois que s'il gagne le prochain Grand Prix, Verstappen. Ouais, c'est ça. Je crois que s'il gagne le prochain et que Leclerc il est. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait au tennis tout à l'heure, je trouve qu'en F1 par contre on a 2-3 prodiges qui arrivent. Parce que Verstappen est en train de confirmer, Leclerc, c'est un crack aussi. Et Russell chez Mercedes, c'est un sacré crack aussi. Ouais, bien sûr. Si les voitures s'équilibrent, il devrait avoir un beau championnat à l'avenir. Carrément. Et puis là, il y a juste, je voulais finir sur la partie crack. Peut-être que pas tout le monde connaît, mais tu as Oscar Piastri, qui était un pilote Alpine. Qui l'a mis à l'envers. Voilà, qui l'a mis à l'envers. Il y a eu une espèce d'histoire de contrat. Donc il va signer chez McLaren la saison prochaine. Qui a annoncé comme vraiment une pépite, un crack, le pilote en tout cas qui va peut-être et sûrement concurrencer les Verstappen. Là, ça parle de Gasly chez Alpine. C'est quasiment fait même apparemment. Donc nous verrons tout ça. Écurie française avec 2 pilotes français. Ça sera régulièrement. 38 minutes d'émission les amis, je viens de m'apercevoir que j'étais pas à l'image. Que tu n'as pas l'image ? Non, ça y est, j'y suis, mais j'étais pas depuis le début. Ouais, toi, tu j'étais pas. Du coup, les auditeurs étaient perdus. On a l'impression que tout le monde. Où est le patron ? Il était perdu. Le boss. La Formule 1, il y aurait de quoi dire, mais c'est vrai qu'on a. Alors, Alex, il nous dit qu'il n'est pas d'accord parce qu'il dit que Charles Leclerc est plus fort, mais il est chat noir. Oui, c'est pas faux. Cette saison. Après, oui, parce qu'il y a aussi Ferrari, son équipe. Des fois, il rentre dans les stands. On se demande si le changement de peuple et tout. Là, tu vois, c'est dramatique. On disait pas spécialement d'accord avec ça, mais tu mets Charles Leclerc chez Red Bull, à mon avis, il est au-dessus du lot largement. De toute façon, pour savoir vraiment qui serait le meilleur, il faudrait qu'il soit dans la même équipe. Monégasque. Oui, bien sûr. Sur la valeur. C'est un futur Michael Schumacher. Mais après, Verstappen, c'est quelque chose. J'aurais pu le mettre dans la rubrique local, c'est un monégasque. C'est vrai. Oui, Charles Leclerc qui est un futur, je te dis Michael Schumacher, mais c'est vraiment du high level lui quand même au niveau c'est très pilotage. fort. C'est très très fort. Après moi je préfère Leclerc, on va dire question un peu plus supporter. Mais voilà, Verstappen, c'est un sacré pilote. Verstappen, il est passé de la F3 à la F1. Tu gagnes pas 5 Grands Prix d'affilée par hasard, quoi. Verstappen, son premier Grand Prix avec Red Bull, il gagne le Grand Prix. Allez, on passe au football, les amis, puisque c'est notre 20 dernières minutes d'émission. On a beaucoup de sujets à parler football. On va vous parler niveau des clubs français en Coupe d'Europe, avec un niveau en championnat. On va se poser la question, l'arbitrage français et l'équipe de France. On terminera en Ligue des Nations. Ça sera assez court. Voilà, il est 19h41. On a oublié d'envoyer des pubs, mais c'est pas grave. C'est du direct, c'est la première. C'est comme ça. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. On passe un bon moment, on espère qu'on vous fait passer un bon moment. Et puis ceux qui ont cette émission, ils pourront la réécouter. Puisque c'est la première. Et puis petit à petit, on va l'étoffer, on va mettre des nouvelles choses à l'intérieur, on va faire un petit peu de notre cuisine. Et on va parler football. Donc les clubs français en Coupe d'Europe, mon cher Pascal, si tu peux me rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine déjà. C'est un sujet qui est, je pense, intéressant à aborder. Cette déjà semaine, les résultats cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu les résultats, alors je les ai tous en tête. La mise à part. Non, mais je veux dire, sur les 6 clubs français engagés, donc Ligue des Champions et Ligue Europa, on a une victoire. Ligue Europa Conférence, tout à fait. Coupe d'Europe. On a une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Voilà, c'est ça. Sur les 6 rencontres. C'est un peu maigre. Voilà. Sachant que la semaine dernière, on fait le plein quasiment. C'est que en fait, t'as une petite part d'espoir. Tu dis, on fait une belle semaine, ça engrange des points, etc. C'est bénéfique, c'est encourageant. Et la semaine d'après, ou la journée d'après, c'est patatras, catastrophe. À part Paris contre un adversaire. Et Paris qui fait un match très 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 laborieux. Parce qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça au départ. Avec un peu moins de maladresse, il y a un but refusé. Bon. C'est vrai qu'il est hors jeu, mais je veux dire, ils ont pas mal joué le Maccabi. J'attends de voir Paris après, un peu plus loin. Ouais, mais justement, le problème pour moi aujourd'hui, c'est qu'à part Paris, en Coupe d'Europe, il n'y a personne en fait. Il n'y a personne. Il y a Marseille. Marseille, c'est, je pense, l'exemple le plus critique, le plus flagrant. Qui sur ces 16 derniers matchs a 15 défaites sur 16 matchs. Et même cette année. J'ai vu un truc passer, une boutade, comme on dirait, sur Marseille. La dernière fois, ils ont gagné un match. Je crois que Mbappé avait 14 ans. C'est ça. Oui, je l'ai vu aussi.
C'est vrai que c'est un peu pathétique. C'est vrai qu'on dit Marseille, mais là, pour le coup, c'est l'ensemble. Hein, là, non, mais tu vois, par exemple, Marseille, là, cette année, ils ont eu un tirage. Toi qui es supporter marseillais, toi aussi, je pense que vous étiez plutôt content quand vous avez vu le tirage. Ça aurait pu être pire, c'est sûr. Le chapeau 1, tu prends Francfort. Oui, tout à fait. Voilà, c'est largement à la portée. Et puis surtout, ce match, on ne devrait même pas le perdre. Donc, on devrait. Ils n'ont pas bien joué, mais je veux dire. Il aurait fallu qu'ils jouent le match entier, quoi. Parce que, encore une fois, c'est comme avec le basket. C'est vrai, ils ont commencé à jouer en seconde mi-temps, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Tu perds 1-0. Voilà, après, mais voilà. Ouais. Après oui, il y a les circonstances de match, mais bon, le résultat malheureusement, il est ce qu'il est. Et voilà, même pour parler, tu prends Monaco, ils ont perdu contre un club, je serais même pas capable de Hongrie, de te dire le nom. Nantes qui prend 3-0 contre Karabag. Oui. Alors bon, je veux bien que voilà. Donc, Rennes qui mène 2-0, qui se fait remonter 2-2. C'est ça. Donc, ce qui veut-il dire que le niveau des clubs français en championnat de France aussi, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce que ça vaut surtout? C'est ça le truc. Est-ce qu'au final on n'est pas à notre place? Parce qu'aujourd'hui, je crois au COEF européen, on doit être 5ème, on doit être derrière le Portugal, derrière la Russie. Est-ce que c'est pas légitime en fait, tout simplement? Mais alors, comment vous expliquez que dans le sport, les Français en soient à peu près mauvais dans tout? Non. À peu près. Pas être aussi expéditif que ça. Non. Mais d'où ça vient? Il y a une question d'état d'esprit aussi. Les clubs. Parce que si tu regardes, nos équipes nationales sont bonnes. Au volley, on est bon, au hand, on est bon. On a été champion olympique au hand, au volley. Dans certains sports. Non, mais c'est les clubs. En fait, il faut distinguer l'équipe nationale des clubs. C'est vrai que les clubs. Peut-être parce que les clubs, on a beaucoup d'étrangers, on s'appuie là-dessus, quoi. Je veux dire, tu prends Paris, il n'y a pas beaucoup de Français dans l'équipe. Surtout qu'on n'arrive pas à garder nos meilleurs joueurs français. Voilà. Après, je veux dire. Pardon, Jean-Luc. Non, allez-y. Je pense que dans les clubs, ils ont un peu trop le melon, c'est tout. Non, moi j'allais dire. Ils vont jouer en équipe nationale, on les recadre. On pourrait dire que c'est un problème financier parce que oui, en termes de finances, droits télé, etc. La France, on est largement inférieur d'autres championnats. Et tu prends un exemple que j'ai vu en championnat d'Angleterre, le dernier du championnat, donc le 20e, celui qui descend en 2e division, touche plus de droits télé que le champion de France. Ouais. Donc à ce niveau-là, oui, il y a un écart, il y a tout ce qu'on veut, etc. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est la seule raison ? Je pense pas, j'en suis pas sûr en tout cas. Parce que c'est un débat qu'on a depuis longtemps, le niveau des clubs français en culture. Je crois pas à l'argent, tout le temps l'argent. Parce que tu peux avoir quelques bons joueurs, mais après tu vas avoir des joueurs s'ils sont moyens avec une très très bonne mentalité. Non, mais après on met pas. Melon, je sais pas, mais on met pas l'envie qu'ils mettent les autres clubs européens. C'est des morts de faim. En général, nous on va prioriser le championnat, dire on joue samedi. Plutôt, je fais jouer un peu l'équipe B le jeudi quand je vais jouer à l'Olympiakos. Et le championnat, je vais assurer pour pouvoir gagner le week-end. Alors que les autres clubs, regarde en Espagne, ils jouent tout à fond, les mecs. Ils ont une équipe type, ils s'y tiennent. Et puis après, ils font du coaching quand ils peuvent en faire. Voilà, mais par contre, on peut pas tourner en Coupe d'Europe. C'est un petit peu décevant, c'est sûr. Il y a sûrement aussi un problème de mentalité. Alors, pas de formation, je pense pas, parce que le championnat de France, c'est un des championnats qui fournit la grande majorité des grands clubs. On les garde pas, c'est peut-être ça le problème. France aujourd'hui, on a 5 joueurs de Ligue 1 à tout péter. Moi, j'avais ce focus sur Marseille parce que je trouvais que c'était un bon exemple. Tu prends Marseille dans le championnat, ils sont 2e, ils font un début de saison monstrueux, début de saison canon, quasiment coude à coude avec Paris. Et là, tu joues Tottenham, c'est un bon adversaire, même s'il méritait mieux, je suis d'accord avec ça. Mais le résultat, il est qu'ils ont perdu. Tu joues Francfort, certes, qui a gagné la Ligue Europa Conférence. Et qui venait de prendre 3-0 chez lui contre le Sporting. Ça augure de bonnes choses quand on le championnat est très mal. Le championnat, ils sont 7e ou 8e en championnat. Ils font un mauvais début de championnat. Donc, et en plus, tu les reçois, tu perds. Tout à fait. Pour moi, c'est assez stigmatisant. Décevant et récurrent surtout. Et récurrent parce qu'à part une saison où t'as Lyon qui ont réussi à faire, je crois, une demi-finale Monaco en Ligue Europa, t'as Monaco, je crois, c'est en 2018. Ça commence très belle. Et voilà, Monaco, quand ils font leur saison en Ligue des Champions, tu regardes l'équipe, c'est du Mbappé, du Falcao, Fabinho, que des gens, Bernardo, Fabinho, du Liverpool, du Manchester City, du Paris, là tu prends Marseille. Alors aujourd'hui, tu regardes l'effectif de Marseille pour vous, qui dans cet effectif pourrait jouer dans un grand club? Le Real, je sais pas. Vous faites entre parenthèses, moi qui est supporter de Marseille, mais qui n'est pas trop suivi ces derniers temps pour plusieurs raisons. Payet, Dimitri, il est passé où?
Je crois qu'il doit y avoir un souci avec l'entraîneur. Il joue un match sur 2. D'accord. Après, en l'occurrence, il a joué titulaire contre Francfort parce qu'il a joué avec Payet et Gerson. Il a été assez médiocre. Il a été vraiment assez... Oui, mais après, moi, je veux pas forcément prendre sa défense. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a vraiment, c'est un joueur à l'ancienne, quoi. C'est un meneur de jeu ancien. Mais c'est vrai que comme là, il manque de rythme, il a 35 années. Il faut pas attendre des miracles non plus. Alors moi, franchement, je suis supporter marseillais. Je pense qu'on fait un super début de saison Marseille. Je demande à voir. Moi, bien payé. Plus dur sera la chute. C'est ce que je pense personnellement. Et si les Marseillais m'entendent, qu'ils ne m'en veulent pas, je suis d'accord. Plus dur sera la chute. Parce que je ne comprends pas déjà comment on a pu écarter le petit Bamba Dieng, qui est une véritable pépite qui court à 3000 à l'heure. Il aurait fait du bien contre Francfort. Ils ont trouvé le moyen de même pas le mettre sur la liste des joueurs sélectionnés. C'est-à-dire que le mec, il va pas faire la Coupe d'Europe. Tu as remarqué que nous, les supporters de Marseille, on est très réalistes par rapport aux supporters de Monaco qui croient toujours qu'ils ont le meilleur. Je viens de dire que c'est une catastrophe qu'on perd contre Ferencváros, champion de Hongrie. Il faut être objectif de toute façon. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais au début, les clubs français, ça fait de la peine, mais on est un petit peu juste en ce moment. On est d'accord, on est tous d'accord. Est-ce qu'on peut éventuellement, alors puisqu'on parle de club français, moi je voulais juste quand même mettre en lumière ce que je considère comme le tube de l'été, c'est l'équipe de Lorient, quoi. Arrivé de nulle part avec une moyenne d'âge de 22 ans. Des joueurs, je vous cite les noms, quoi. Ligue 1. Terem Moffi, Enzo Lefebvre, enfin encore lui il est en équipe de France, mais Stéphane Diarra, Arnaud Lorienté qui joue à Lorient, il s'appelle Lorienté, il ne peut pas jouer ailleurs lui. Abergel, Adrien Gerbic, les types sont troisième. Méfiez-vous de cette équipe, ça va à 3000 à l'heure, ça joue pas mal. Oui, mais ça va sur la durée, certainement. Sur plus de 30 matchs. Mais pour l'instant, c'est pas usurpé. Sur leur début de saison, ils se sont déjà sauvés, ce qui est quand même à la base la priorité d'un club comme Lorient. Ils sont déjà sauvés sur leur début de saison. Moi je tenais à le dire parce que je trouve qu'ils jouent très bien. Non, mais c'est vrai, moi j'ai déjà mes pronostics pour les 4 premiers du championnat en fin de championnat. T'as mis Paris premier, toi, non? Il y aura Paris premier, ça c'est pratiquement acquis. Et dans les 3 autres, il y aura Marseille, Monaco et je sais pas qui, mais Marseille sera aussi dans les 4 premiers, je pense. Oui, je pense aussi. Sur la durée, ils seront là aussi. Voilà, en parlant de bonne surprise, Lens aussi sur le long terme. Lens, ouais. Je pense que Lens, ça peut être très bon coach. Très bon coach, pas très connu, mais qui commence à se faire un petit nom. Et puis bon, ils ont gardé Seko Fofana qui est un régulateur de première qui devait venir à Marseille. Quand il a annoncé, Paris aussi. Il a annoncé qu'il prolongeait à Lens là-bas à Bollard. Merci à tous ceux qui nous suivent en France. On a un problème avec l'argent. Les spectateurs n'acceptent pas les salaires des joueurs. Du coup, ils ne veulent venir pour se faire montrer du doigt, sauf à Paris. Moi, je suis aussi choqué par le salaire des joueurs. C'est trop. Si vous êtes choqué par les salaires des joueurs français, en championnat de France, allez voir en Angleterre. Non, mais ça, notre débat. Ça, c'est un débat général et ça va m'énerver. Donc, non, mais énerve-toi, Mika. Non, mais parce que toi, tu joues au rugby, tu touches pas du tout les mêmes sangs. Non, mais pas du tout. Mais aujourd'hui, ce qui génère aussi comme un. Oui, il génère beaucoup d'argent, évidemment. Oui, mais c'est pas normal. Bon, et du maraboutage de Pogba, on en parle. C'est pas normal aussi tout ce qui génère comme argent, donc ça je suis d'accord. Mais c'est un ensemble. 19h51, presque 52, je regarde parce qu'il me reste 2 petits sujets à traiter. Très très vite. Vous avez vu, je suis rythme, j'ai l'œil sur la pendule. Tout à fait. L'arbitrage français. Alors là, je pense qu'on va avoir quelques commentaires. D'ailleurs, si je pense que comme Lorient, c'est le tube de l'été. Si on n'arrive pas, c'est le tube de l'été là, mais si on n'arrive pas à parler Ligue des Nations, c'est pas grave, on va parler arbitrage français. Alors l'arbitrage français, t'avais un coup de gueule, mon toi. Ah, mais parce que ce début de saison des arbitres français, pour moi, il est extraordinaire. Ils leur ont mis la VAR pour les aider, c'est 4 fois pire qu'avant. Je sais, j'ai pas pu noter, mais en ce début de saison, on doit être déjà à 30 ou 40 cartons rouges. En 8 matchs, en 8 journées. Et c'est incroyable. Là, ce week-end, mais justement, on parlait tout à l'heure de Nice et Monaco. Nice, ils ont pris un carton rouge au bout de 35 secondes de jeu. Alors sur les journaux, sur 9 secondes. Moi, oui. En championnat d'Angleterre, je pense que si les Anglais regardent ce carton rouge, ils sont morts de rire. Mais justement, Mika, par rapport à ce que tu dis, comment peut-on mettre un carton rouge sur un tacle qui n'est pas non plus un tacle assassin? Il n'y a même pas tacle. Voilà, bon, je veux dire, passons. Et d'un autre côté, tu as un tacle assassin de Presnel Kimpembe. Qui a déjà un carton jaune. J'ai rien contre lui. Qui a déjà un carton jaune, donc il doit être exclu directement. Qui se permet de dire à l'arbitre, ouais, tu me touches pas mon frère, en lui mettant une claque sur les mains. Et ça passe crème. Mais c'est ça le problème aujourd'hui, c'est le terme, je ne l'ai pas. C'est l'uniformisation des décisions. Donc c'est peut-être ce qu'il vient de dire, c'est peut-être une des résultantes de l'arbitrage qui démarre très fort et qui met des cartons rouges. Quand tu viens de voir ce qu'il vient de dire, qu'ils ne sont pas respectés les arbitres à un moment donné, du coup ils démarrent la saison en voulant se faire respecter, ils balancent des cartons. Oui, alors à ce moment-là, Kimpembe, tu le mets en prison parce que je veux dire, il faut arrêter là, c'est pas normal. C'est aussi par rapport à la VAR, parce qu'aujourd'hui la VAR, en fait, elle accentue presque des choses qu'à vitesse réelle
tu te dis waouh. Et en fait, il regarde et c'est pire. Là, pareil, donc Monaco ce week-end, Reims, et pourtant ça serait plus en ma faveur, je supporter de Monaco. Il prend un carton rouge, en fait, il veut dégager. Et en dégageant, l'autre joueur met son pied et il retombe son pied sur le joueur. Mais en fait, il prend un carton rouge qu'avant, il n'y aurait rien. Aujourd'hui, avec la VAR, c'est un drame. Il y a des rouges à tout va, il y a des pénaltys à tout va. Et pourtant, les gens sont censés regarder les images pour vraiment faire des décisions qui soient unanimes. On a l'impression qu'ils jouent au Scrabble, quoi, en même temps qu'ils regardent les images. C'est pas possible de faire des trucs comme ça. Il y a une pub comme ça où ils mangent McDo en même temps et t'as l'impression que c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai. Petit tour de table qui est pour la VAR ou pas? La VAR, tu es pour? Moi, j'étais pour la VAR, je suis plus. Vidéo assistance referee. En anglais, parce qu'il y en a qui ne savaient pas ce que ça voulait dire VAR, vidéo assistance referee. C'est-à-dire que si à pour moi je vais dire contre, parce que si à chaque fois qu'il y a un truc tendant, l'arbitre, on va dire, tu dois respecter sa décision. Et si à chaque fois qu'il y a une décision de l'arbitre, on va sur la caméra, on n'en finit jamais. Mais surtout le pire, moi je suis contre aussi, Pascal. Moi, je suis pas foncièrement contre, j'étais même plutôt pour. Ce que je suis contre, c'est son utilisation. À outrance, peut-être, à chaque fois qu'il y a une action. Le pire, c'est que c'est comme tu dis, mais à outrance, le pire, c'est qu'en fait, quand ils vont regarder les images, des fois, et même nous, on les voit, et on n'a même pas les mêmes décisions. Oui. Donc on se dit. Moi j'ai l'impression qu'avec la VAR, ils auraient même pas réussi à voir la main de Maradona, la main de Dieu. Ils l'auraient pas vu. Si elle fonctionnait pas comme ça arrive de temps en temps, oui. Ah c'est ça. Sur le mec, il était allé chercher un café. Moi j'étais complètement pour et je reste quand même pour certaines injustices incroyables. Mais l'utilisation est dramatique. Mais c'est ça, c'est l'utilisation. L'utilisation est dramatique, franchement. Non, mais pour certaines actions quand même ça reste primordial. Mais l'utilisation est dramatique. Au rugby quand même les gars. Il faudrait qu'elle soit cadrée. Au rugby on utilise bien l'équivalent de la VAR, ça s'appelle pas pareil, mais il n'y a pas de souci. Alors ça veut dire quoi, que les arbitres sont plus compétents en rugby? Non, tu vas juste dire la différence de sport, le rugby. On parlera rugby d'ailleurs. Pourtant, des fois, dans un essai, c'est compliqué de voir le mec s'il a aplati ou non. Ça enlève même de la responsabilité. Regarde qu'aujourd'hui, sur un but, le mec, des fois, il est hors jeu d'1 mètre. L'arbitre de touche, il ne lève pas. Il dit de toute façon, on va vérifier. Quoi qu'il arrive, ça sera vérifié. Donc, ils prennent plus leur responsabilité en fait. Moi, j'étais pour l'erreur humaine. C'est ce que disait Platini, il a été beaucoup critiqué. Moi j'étais pour le doute en fait, ça veut dire que tu as une VAR qui est à disposition, l'arbitre il fait son match avec ses assistants, si l'arbitre lui il a un doute sur ce qu'il a vu ou qu'il n'est pas sûr, il demande à regarder la VAR. Voilà, il doit pas être appelé pour dire pas que... Non, j'ai eu ce débat en dehors, je suis pas entièrement d'accord. Dis pourquoi. Non mais parce que il fait partir des supporters ça reste un humain, donc il peut ne pas voir quelque chose quand même. Et la VAR est là pour réparer cette injustice aussi. Si ça veut dire un exemple, le mec frappe, le défenseur la sort de la main. Tu ne le vois pas, il y a un tas de joueurs devant et tout ça. Mais je pense que ça a été vu à la VAR, ça. Mais c'est le premier arbitrage à la VAR. Je pense que ça a été vu à la VAR. Ça n'existait même pas encore. Ça, moi, tu regardes les images, l'arbitre il est de dos à 60 mètres de la VAR. Ça a été vu sur des écrans. Personne l'avait vu, ni les assesseurs de touche et tout. Mais il y a un petit malin qui regarde la vidéo qui a dit tiens, je crois qu'il s'est rendu coupable d'un coup de boule. Donc pour ces injustices-là, je pense que ça reste valable. Parce que si l'arbitre il appelle, je sais pas, ça enlève. Alors, c'est un conflit horrible à VAR en fait maintenant. Donc l'arbitrage français, c'est catastrophique. Catastrophe. Il faut qu'ils se reprennent quoi. Et je me mets en début de saison européen. Les championnats européens, principalement les Anglais que ça joue. Attention, sans la VAR, on n'aurait pas la deuxième étoile. Alexandre qui marque. Bon, on a quand même gagné 4-1, donc je pense pas que les 4 buts, la deuxième étoile. Il y a le penalty, c'est la finale. Ouais. Contre la Croatie. 4-2, oui, mais j'ai dit 4-1. Oui, parce que Loris s'était rendu coupable d'un super également. C'est vrai que le deuxième but, il n'existe pas. Il était pas mal celui-là. Le but, on leur a donné. C'est vraiment. Ah oui, clairement, oui, mais bon. 4-1 finale de Coupe. Il a relancé le suspense quand il a fait ça. Nous, on a gagné 2 Coupes du Monde, 4-1, 3-0. On n'est pas là pour Riture. Et les Belges ont dit qu'on marquait pas beaucoup trop défensif. Enfin, on va dire du problème Qatar et Coupe du Monde. Ah, on va pas dans ces débats aussi. Ça va faire l'objet d'une émission entière. Il nous reste 2 minutes d'émission, donc on va dire au revoir tout le monde. Dans 15 jours, on va mettre ça à l'ordre du jour. Le Qatar et la Coupe du Monde, qui la regardera, qui la regardera pas, chacun son avis, on donnera notre avis bien sûr. D'ailleurs on va un petit peu annoncer ce qu'on va faire chers auditeurs, c'est que pour la prochaine émission, donc dans 15 jours, on vous annoncera un petit peu les thèmes à l'avance. Tout à fait. Comme ça vous pourrez venir intervenir dans l'émission et donner votre avis. Et on va parler Qatar bien sûr. Qatar, équipe au de niveau France, football, on parlera équipe de France, on aura le résultat de Ligue des Nations qui les deux ça attaque cette semaine non? On a un match. Oui, on aura les deux matchs. Autriche et je sais plus qui.
Voilà. Donc Ligue des Nations. L'Autriche avec Adrian Garbic qui joue l'avant-centre de Lorient. Ça passe très vite. Ça passe vite, une heure d'émission. Donc on l'a pas vu passer. Et moi je fais un concert de guitare, ciné-concert le vendredi 30 septembre à Menton à 19h au Palais de l'Europe. Voilà. Donc c'est gratuit, vous pouvez venir, c'est gratuit. Vendredi 24 avec les 4S, on sera au Bel-en-Bras. Voilà, donc la publicité de nos chroniqueurs ce soir. 4S Bel-en-Bras, donc au vendredi soir qui arrive. Ce vendredi-là. Et le 30, le vendredi d'après. Donc à la bibliothèque à l'extérieur ou à l'intérieur pour le lancement du ciné-club. Je parle. Pardon, excusez-moi, patron. C'est de voler. C'est Bruce Springsteen, c'est quoi ça? Il faut que je m'affirme un peu. Je suis qu'avec les garçons. Comment s'appelait la chroniqueuse qui a quitté l'équipe et qui est partie sur RMC? Je sais pas, il y en a deux encore. La femme de l'ex de Dominique. Il y en a encore deux. Il y a Karine. Ah, c'est Estelle Denis. Voilà. Sur l'équipe. Je suis la Estelle Denis de Radio Fréquence Méditerranée. Voilà. 40 secondes. On a passé un bon moment tous ensemble. Très bon moment. Football. On a parlé ce soir. Donc, si vous arrivez en fin d'émission, prenez le replay, bien sûr, puisque vous avez le replay. On a parlé basket, moto Grand Prix, tennis, Formule 1, la retraite de Roger Federer. Ça y est, c'était un bon sujet. Et le niveau des clubs français. On peut parler de ma retraite aussi. Je suis à la retraite. On peut en parler. Voilà. Et puis, bien sûr, l'arbitrage français. On devait vous parler de Ligue des Nations, mais une heure, c'était trop court. C'est vrai. Voilà, on réfléchira peut-être à faire une émission un petit peu plus longue. On verra en fonction des sujets qu'on va y mettre. Non ? Quand on commence à partir sur le foot, on ne s'arrête plus. Ouais, le foot, c'est passé trop vite. Le gars, il va te dire, il faut que ça dure 1h30 le temps d'un match. On aurait pu largement faire une demi-heure. On va avoir les conditionnels. C'est vrai. Merci à tous. Et puis ce soir, bien sûr, c'est la reprise là, dans quelques instants, 10 secondes, c'est la reprise de la programmation musicale Pop Rock Collection. Et juste après, ça sera du funk et rien que du funk. Bye bye à tous, bonne soirée, merci. Bonne soirée. Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h.